22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Signature du projet d'alliance doctorale pour l'adaptation climatique, un projet mené par l'ambassade de France à Djibouti et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et en Espagne, la police espagnole a saisi plus de 3000 plants de marijuana. Bonsoir à tous. Une cérémonie officielle de signature du projet ADAC, Alliance doctorale pour l'adaptation climatique, a eu lieu ce week-end au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce projet, financé par l'ambassade de France, a pour objectif de renforcer les capacités de recherche et de formation en matière d'adaptation au changement climatique à Djibouti et dans la Corne de l'Afrique. Le projet résulte d'une collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, et l'ambassade de France. Les objectifs inclut le renforcement des capacités de recherche en matière d'adaptation au changement climatique dans la région et le développement d'outils, de méthodes pour cette adaptation. Le ministère de l'Enseignement supérieur et le CERD sont pleinement engagés dans ce projet. Ils effectuent des évaluations scientifiques sur des impacts climatiques dans la région et recherchent également des solutions pour s'adapter à ces changements afin de mettre en place des programmes de développement durable adaptés aux réalités de la Corne de l'Afrique. De l'université travaille pour cette excellence sous votre direction, monsieur le ministre. Donc je suis très heureuse d'apporter la petite contribution de l'ambassade à ces projets qui sont innovants dans plusieurs domaines. On a mentionné la science ouverte, mais aussi la dimension régionale, parce que face aux enjeux auxquels nous devons répondre, on ne peut pas se contenter de rester à l'intérieur de ces frontières. Je suis aussi particulièrement fière de saluer à cette occasion l'esprit djiboutien de coopération régionale. Djibouti est le pays qui tend la main à tous ses voisins et en ces temps où beaucoup des voisins traversent des périodes critiques, je pense que c'était important aussi de dire que pour les sujets qui nous engagent tous, nous sommes capables de construire des ponts et ça, Djibouti a le rôle prééminent à jouer dans la région. Et là aussi, je suis particulièrement fière d'être à vos côtés, monsieur le ministre, pour ça. Suivant également l'intervention du directeur général du Centre d'études et de recherche de Djibouti. Vous le savez, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le CERD se sont mobilisés pour l'évaluation de ces impacts des changements climatiques et d'apporter sur le plan scientifique les solutions qui sont nécessaires et qui vont permettre de fournir à nos décideurs les orientations à avoir pour les années à venir, les décennies à venir, afin que l'on puisse mettre en place des programmes de développement durable et avoir une population résiliente sur leurs terrains qui sont des terrains très difficiles et fragiles. Donc ce projet a pour objectif, bien entendu, de développer une approche de formation de très haut niveau à travers ce que nous avons appelé à son initiative l'Alliance doctorale à travers les différents pays de la région et asseoir ensuite un programme lié aux zones d'intervention prioritaires, les API. C'est des régions donc, sur lesquelles les différentes équipes nationales, régionales, internationales pourraient intervenir pour traiter les différentes questions sur le plan des impacts des changements climatiques, mais aussi étudier les variabilités des climats dans nos régions pour mieux les évaluer et mieux les comprendre. Et pour sa part, le ministre Dr Nabil Mohamed Ahmed a souligné l'importance de ce projet pour la région de la Corne de l'Afrique, particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Ce que j'apprécie dans ce projet, c'est d'abord le partenariat entre vos équipes, Madame l'ambassadrice, et la partie djiboutienne. Ça, c'est un premier élément, mais également la rigueur et la continuité dans l'esprit de la stratégie que nous avons développée, à savoir une très grande conférence qui a réuni des chefs d'État, des engagements tenus, plus particulièrement en faisant travailler les universitaires, les chercheurs, lors de l'atelier où vous étiez partie prenante, où on s'est engagé de dire à ces chercheurs, on vous réunit, certes, mais il n'y a pas que des promesses. Et aujourd'hui, on concrétise à travers ce projet d'alliance doctorale. En soi, le mot alliance est quelque chose d'innovant.
pour la région et je pense qu'il peut servir également de cas d'étude pour d'autres régions. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, en dehors de la recherche, c'est que la recherche va certes s'appuyer sur la connaissance, mais également travailler sur des zones très fragiles, ces zones qu'on appelle les API, les zones d'adaptation prioritaire et d'innovation. Et quand on parle d'innovation, je pense que chaque région a sa spécificité et qui est mieux appelé à inventer des modèles d'adaptation innovants qui pourraient être dupliqués par ailleurs. Troisième élément, c'est que ça n'implique pas que les chercheurs. Parce qu'on ne peut rien faire si ça n'impacte pas la population. Et pour que ça les impacte, il faut que la population soit partie prenante. Et nous comptons vraiment que cette population nous apporte également sa connaissance et son savoir. Le troisième élément, certes la nature est très importante, mais également la problématique de la santé et les nouvelles maladies émergentes. Et c'est là où je dirais qu'on va prospecter un spectre beaucoup plus large qui ne s'arrête pas uniquement au CERD à l'université, mais également au ministère de la Santé, l'Environnement et tous les ministères qui peuvent être concernés, dont l'économie. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Djibouti, Khaled El-Chazli, a organisé hier soir une réception au Ayla Grand Hotel à l'occasion du 72e anniversaire de la Révolution du 23 juillet 1952. Parmi les invités figuraient notamment le président de l'Assemblée nationale, plusieurs membres du gouvernement, dont le chef de la diplomatie djiboutienne et de nombreux dignitaires invités, des dizaines de hauts responsables civils et militaires, membres du corps diplomatique accrédité à Djibouti, avec à leur tête le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Yémen, Abdallah Ben Moussallam Al-Soukhatri, ainsi que de représentants d'organisations internationales et régionales travaillant dans le pays, qui ont également pris part à cette cérémonie que l'ambassade d'Égypte organise chaque année. En signe de solidarité avec les frères palestiniens confrontés à une agression flagrante de la part d'Israël depuis octobre 2023, la cérémonie a débuté par l'hymne palestinien, suivi des hymnes de la République arabe d'Égypte et de la République de Djibouti. Lors de son discours, l'ambassadeur d'Égypte a salué la coopération fructueuse entre Djibouti et l'Égypte sous la direction avisée des deux pays représentés par le président Ismaël Omar Guelleh et le président Abdel Fattah al-Sisi. Il a souligné la convergence des points de vue des deux pays sur de nombreux dossiers régionaux et internationaux. Khaled El-Chazli a mis en avant les réalisations récentes liées aux relations bilatérales, notamment l'envoi d'une mission de ulama d'Al-Azhar à l'Institut Al-Wasitiya à Djibouti dans le cadre de la coopération pour lutter contre les idéologies extrémistes. Le diplomate égyptien a profité de cette opportunité pour mettre en lumière les divers domaines de coopération entre Djibouti et le Caire, notamment dans les secteurs militaires et sécuritaires, énergétiques, de l'investissement, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la santé, de l'agriculture et du tourisme.
Et de son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, a félicité le gouvernement et le peuple égyptien à l'occasion de la célébration du 72e anniversaire de la révolution du 23 juillet, souhaitant au pays davantage de progrès, de prospérité et de développement. Les relations, a-t-il indiqué, entre Djibouti et l'Égypte se distinguent par leur profondeur et leur solidité et connaissent une dynamique constante sous la direction avisée des dirigeants des deux pays frères. À cet égard, nous réaffirmons, a-t-il poursuivi, notre ferme détermination à poursuivre les efforts communs afin de les renforcer et de les propulser vers des horizons plus larges et plus inclusifs. Et d'autre part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et la ministre chargée des investissements, Safia Mohamed Ali Gadile, ont participé aux côtés de l'ambassadeur égyptien au tirage au sort des billets d'avion gratuits pour le vol inaugural d'Egypte Air. Cet événement s'est déroulé en marge de la réception organisée à l'occasion du 72e anniversaire de la Révolution du 23 juillet 1952. 2 participants ont remporté ce tirage au sort, bénéficiant ainsi chacun d'un billet gratuit aller-retour pour le vol inaugural d'Egypte Air prévu pour le 12 juillet prochain. Le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées de Ali Saïd a reçu les responsables de l'équipe qui a remporté le championnat national de tennis de table saison 2023-2024 pour les jeunes en situation de handicap. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général, mais également du président de l'association Handisport, des responsables de la fédération de tennis de table et de la directrice de l'insertion sociale. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion en faveur de l'inclusion sportive. En effet, la victoire cette année du championnat du tennis de table vient également compléter le travail acharné des responsables de l'Agence nationale des personnes handicapées. Votre réception pour le lauréat et la lauréate de cette année, tout ça, c'est la politique du président et de votre travail, monsieur le directeur, acharné depuis votre nomination à l'agence, d'aider les personnes handicapées dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, et c'est autour du sport. Nous, en tant que Fédération égyptienne tennis table, nous sommes prêts à vous accompagner, à aider les personnes donc, à besoins spéciaux pour une inclusion donc, avec les autres membres de notre fédération. Donc c'était un début cette année, une début riche en expérience. On a connu pas mal d'expériences déjà pour une année, des gens très motivés, et des gens déjà qui sont instruits. On a vu des jeunes instruits, même malgré leur handicap, c'est des jeunes instruits et qui ont de la volonté et qui ont envie de faire quelque chose. Donc, cela nous-mêmes nous a motivés donc, de l'accompagner et de continuer, Inch'Allah, pour les années à venir. Et de son côté, le directeur général de la NPH a remercié en premier lieu le président Handisport, les responsables de la fédération de tennis de table ainsi que l'ensemble des jeunes qui ont remporté le championnat cette année. Il a également souligné que cette victoire était l'opportunité d'améliorer le titre du championnat de handisport. De Ali Saïd a promis de renforcer le partenariat entre la fédération de tennis de table et la NPH. L'auto-école de l'Unité vient d'inaugurer une antenne à Dekilville, inaugurée par le président propriétaire de cette auto-école, Ahmed Mohamed Ito. Cette antenne régionale de l'auto-école répond à la demande de nombreux jeunes contraints de se déplacer à Djibouti pour acquérir un permis de conduire. Et dans cette optique, cette antenne de l'auto-école de l'Unité, inaugurée à Dekilville, va permettre aux jeunes du Kilois de pouvoir bénéficier des formations de conduite chez eux, donc à Dikil, et contourner les différentes charges et les obstacles que représentait le déplacement vers la capitale. La formation à la conduite va sans doute permettre aux nombreux jeunes de pouvoir bénéficier d'une insertion professionnelle comme chauffeur des engins, bus et minibus, avec l'acquisition des permis de conduire qui représente un énorme espoir pour eux. Cette antenne est aussi une opportunité pour combattre le chômage chez les jeunes et insuffler une nouvelle dynamique dans le développement socio-économique de cette région située sur le corridor routier reliant Djibouti à l'Éthiopie. Et suivant donc tout de suite les explications ou les précisions du propriétaire de l'auto-école de l'Unité. J'ai l'honneur et le privilège de présider pour la première fois à l'inauguration d'une auto-école dénommée Auto-école de l'Unité à Dikil.
Ces centres de formation à la conduite des engins des transports va permettre à l'insertion professionnelle de jeunes de notre région en leur évitant le déplacement dans la capitale. Ces déplacements étaient un lourd fardeau à nos jeunes. Désormais, de jeunes filles et de jeunes hommes doivent profiter de cette chance inouïe que leur offre l'auto-école de l'UNITI. Aujourd'hui, cette école s'ouvre grâce à la politique du président de la République qui donne la priorité aux jeunes. Dans le cadre de la politique de la décentralisation, nos jeunes sont toujours mis à l'avant. Enfin, il me soit permis de remercier les autorités compétentes et l'ensemble des personnels qui ont contribué à l'accomplissement de cette tâche. Merci à votre attention. Dans le cadre du projet de formation de 40 jeunes de la ville d'Ali Sabié en permis de conduire des catégories B et C, une équipe de la direction des mines composée d'inspecteurs s'est rendue à Ali Sabié, plus précisément au centre de développement communautaire. C'était ce week-end pour y effectuer notamment l'examen théorique du code de la route. Ce projet, lancé en février 2024 par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, vise à offrir aux jeunes des régions des opportunités d'insertion économique en leur permettant d'obtenir à proximité leur permis de conduire. Cette initiative renforce l'engagement commun en faveur de la formation et de l'autonomisation des jeunes du pays. Direction le nord du pays à présent, où le petit village côtier de Sagalou a officiellement lancé ses activités sportives de l'été dans une ambiance festive et conviviale. L'événement, attendu avec impatience par les habitants, a débuté par une compétition de natation où les meilleurs nageurs de la localité se sont affrontés dans des courses palpitantes pour démontrer leur talent et tenter de décrocher les premières places. Après la natation, place au football. Sur un terrain jouxtant la plage, Toussagalou s'est donné rendez-vous pour assister à ce match inaugural et les habitants donc se sont rassemblés autour du terrain pour former une foule nombreuse et colorée. Le match marqué par des moments de suspense et de belles actions de jeu a été l'occasion pour les équipes locales de démontrer leur esprit d'équipe et leur passion pour le sport. La journée s'est clôturée en beauté avec une course de vitesse qui a tenu en haleine les spectateurs. Les plus rapides ont été chaleureusement applaudis et récompensés sur place sous les regards de leurs supporters. Il faut noter que ces activités, comme dans le reste du pays, se poursuivront toute la saison estivale au plus grand bonheur des jeunes vacanciers. Fait divers à présent, les gendarmes de la brigade des quartiers 3, 4, 5 ont été saisis d'une plainte déposée par un gérant d'un établissement privé pour le détournement d'un montant de 27 millions de nos francs. Les investigations entreprises révèlent que cette soustraction frauduleuse ne pourrait être commise que par un employé exerçant l'activité de caissier compte tenu du mode opératoire utilisé. Les éléments de l'enquête orientent les suspicions sur un caissier de ce commerce. Une perquisition effectuée dans son domicile a permis la découverte de 2 443 000 de nos francs dans un coffre-fort se trouvant dans une des chambres. D'autre part, les investigations menées auprès des institutions financières ont permis de déceler la présence de plusieurs comptes crédités, des sommes importantes. À noter que pendant l'enquête, c'est un total de 17 millions de nos francs qui ont été saisis par les gendarmes de la brigade. Et dans les différentes auditions, le mis en cause a reconnu être à l'origine de ces faits qui s'étalaient sur une période de 5 ans. Et à l'issue de l'enquête diligentée, il a été déféré devant la justice pour répondre de ces actes. Page nécrologie à présent suite au décès de Mme Khadiga Abeba, ancienne présidente de la Cour suprême survenue dans la nuit du 3 juillet dernier. Le Premier ministre Abdelkader Kamel a adressé ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la défunte. Mme Abeba était une figure emblématique de notre instance judiciaire, une personne dont le dévouement et l'intégrité ont marqué tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître et de travailler avec elle. Sa contribution exceptionnelle à notre système judiciaire a laissé une empreinte indélébile. Elle restera à jamais dans nos mémoires comme un modèle d'excellence et de dévouement. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Autre message de condoléances, cette fois-ci émanant du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, suite au décès de Cheikh Haroun Khalif Guelleh, imam de la mosquée Al-Maghfira. Et c'est avec une grande tristesse que le ministre donc a adressé ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Il a rendu un hommage à la mémoire de cet homme pieux et dévoué qui a marqué la vie communautaire par sa sagesse, sa générosité et son engagement au service de la religion. Il a consacré sa vie à la diffusion des valeurs de l'islam, prônant un message de tolérance, d'ouverture et de paix. Membre du Haut Conseil islamique, Cheikh Haroun Khalif Guelleh était un érudit reconnu pour sa connaissance et sa compréhension éclairée des principes de l'islam. Il laisse derrière lui un héritage et une mémoire inoubliable dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. En ces douloureuses circonstances, le ministre présente donc ses sincères condoléances à la famille du défunt, implorant Allah Tout-Puissant d'accueillir le défunt en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde, à présent au Royaume-Uni, les travaillistes ont remporté une victoire écrasante aux élections législatives du Royaume-Uni. C'était aujourd'hui, le parti de Keir Starmer devrait obtenir une majorité absolue avec environ 410 sièges. Après 14 ans de règne conservateur au Royaume-Uni, le parti travailliste de centre-gauche mené par Keir Starmer devrait l'emporter largement avec une majorité absolue et le parti conservateur arriverait en deuxième position. Le scrutin est uninominal, majoritaire à un tour. Chaque électeur votait pour un candidat parmi une liste de noms. Celui qui obtient le plus de voix est élu, même avec seulement 20% des suffrages. Et enfin, la police espagnole a saisi plus de 3000 plantes de marijuana. La police a démantelé un immense réseau de trafic de drogue basé en Catalogne et opérant dans 3 provinces. Le groupe utilisait des entrepôts agricoles et de bétail pour cultiver ces grandes quantités de marijuana. La police a arrêté 10 personnes et saisi plus de 3000 plantes. Ce réseau, opéré depuis plusieurs mois, a été dirigé par 2 ressortissants serbes. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous pour votre très aimable attention.